Malouine, la bataille de Port Stanley sur le point d'être engagée, plus d'1 millier de soldats argentins faits prisonniers. Le congrès du CDS, Pierre Méhaignerie, élu à la succession de Jean Le Canuet. L'affaire de Bruay en Artois, 10 ans après les faits, l'avocat de la famille Devèvre va demander la réouverture de l'enquête. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de ce journal, un exploit. L'exploit d'un garçon de 17 ans qui, cet après-midi à Roland-Garros, a réussi à éliminer l'un des meilleurs joueurs mondiaux, le Tchécoslovaque Ivan Lendl. Mats Wilander est suédois, il était déjà 19e au classement des joueurs mondiaux. Aujourd'hui, sous un soleil de plomb et dans l'atmosphère surchauffée des grandes heures du court central, Wilander avait pour lui le public, la chance et surtout son jeu. Jean Mamère. Il est suédois comme Borg, blond comme Borg, il joue aussi vite que Borg, mais ce n'est pas Borg, il s'abat Mats Wilander comme Borg, il commence tôt à surprendre, il n'a que 17 ans. Lendl n'en revient pas, il se met encore à douter de lui, à croire que tous les Suédois du monde se lient contre lui. Comme Borg, Wilander a un registre complet, il sait tout faire, du revers à deux mains au passing shot au coup droit des croisés. Il est serein, Wilander, et ce n'est pas le cas de Lendl. Tout comme Borg, Wilander a des nerfs d'acier. Il a même pris Lendl à son propre jeu. Longue balle au fond du court, le point revient à celui qui ne craque pas. À chaque fois, ce fut Lendl. Un nouveau Borg alors, ce Wilander? Sans doute pas. À 17 ans, bientôt 18 le 22 août prochain, et un palmarès assez impressionnant. Champion d'Europe junior, champion de France 81 à Roland-Garros, demi-finaliste à Rome il y a 15 jours. Aujourd'hui, une impressionnante victoire sur Lendl, le finaliste de ces internationaux 81. Il se rapproche tout de même de son compatriote. Mais pour entrer dans la même légende, il lui faudrait dès cette année, c'est-à-dire à 17 ans comme Borg, remporter ses premiers internationaux. Il lui reste encore une semaine pour le faire. Quant à Lendl, il lui reste à lui 8 jours pour méditer. Il se croyait débarrassé d'un Borg. En voilà un nouveau qui revient, décidément. Oui. Today, it was a great day for you. I think it's decompression now. Hein? Yeah. Je crois que c'est la décompression maintenant. Il tremble encore un petit peu. It's the best day of your life. C'est le meilleur jour de votre vie. Yeah, it's the best day of my life. You're not going to cry. Vous n'allez pas pleurer. No. It's hard to play Lendl. Hein? C'est dur. Yeah, I mean today he missed some points, but the most of the time he doesn't miss. Oui. Aujourd'hui, il a loupé quelques balles, il a fait quelques fautes, mais en général, il ne fait pas de fautes. Est-ce que vous avez déjà joué avec Gerulaitis? Did you play already Gerulaitis? Yeah, I played him in this spring and I lost to him in the final. J'ai joué where? In Brussels in the final. À Bruxelles, j'ai joué contre Gerulaitis et j'ai perdu contre lui in finale. It was in clay court, c'était sur la terre battue? No, it was indoors. En tout cas, bravo. La guerre des Malouines n'a guère évolué sur le terrain aujourd'hui, en tout cas si l'on s'en tient au communiqué officiel. 24 heures après l'annonce par Londres de la reprise de la zone de Port Darwin et de Goose Green, Buenos Aires a admis de façon implicite que le secteur lui avait échappé. Les combats ont fait 12 morts et une trentaine de blessés côté britannique. Côté argentin, il y aurait 120 tués ou blessés selon Londres. 1250 soldats argentins ont été faits prisonniers lors de ce combat. À Buenos Aires, c'est le silence, un silence de plomb. Sur place, Bruno Albin. Les 1200 prisonniers argentins capturés par les Britanniques, la reddition du général Pedrosa qui commandait les troupes argentines de Goose Green, aucune de ces informations de sources britanniques n'est confirmée ce soir à Buenos Aires. Mais officieusement, il semble admis que les Anglais ont réussi à s'emparer de Port Darwin. De sources militaires, on expliquait hier soir qu'il s'agissait seulement d'un objectif intermédiaire et que la bataille décisive aurait lieu aux abords de la capitale, Puerto Argentino, où près de 5000 soldats argentins, disposant d'armements lourds et de blindés, attendent l'attaque britannique. Tout le monde ne semble pas convaincu des possibilités de l'armée de résister à cette offensive. L'ancien chef de l'État, le général Lanusse, a affirmé aujourd'hui que même si les Anglais l'emportaient sur le terrain, l'Argentine aurait perdu la bataille, mais pas la guerre, puisque, dit-il, les Malouines ne seront plus jamais la colonie qu'elles étaient auparavant. Reste que les difficultés des fantassins argentins sur le champ de bataille alimentent les rumeurs à Buenos Aires. Le chef de l'armée de terre, le général-président Leopoldo Galtieri,
auraient à faire face à la rancœur de l'aéronavale et de l'aviation qui se sont, elles, brillamment illustrées depuis le début du conflit. Et l'on se demande si à l'intérieur de la junte où les trois armes sont représentées, l'échec apparent de l'armée de terre aux Malouines ne porte pas en lui les germes d'un nouveau bouleversement à la tête de l'État. La reconquête de Port Stanley reste bien sûr pour les Britanniques un objectif très difficile puisque les Argentins y ont concentré plus de 7000 hommes. Londres ne donne aucune indication ce soir sur la progression de ces colonnes qui avancent en tenaille vers Port Stanley. Selon certaines informations, les Britanniques ne seraient plus qu'à 40 km des positions argentines. Sur le plan diplomatique, le secrétaire général des Nations Unies ne cache pas que l'évolution de la situation militaire rend pratiquement inutile la recherche d'un cessez-le-feu par des voies diplomatiques. Le président Mitterrand, dans une interview à la télévision américaine ABC, explique une nouvelle fois la position française vis-à-vis du conflit. L'Argentine s'est mise dans son tort, dit-il en substance. Notre devoir était d'être solidaires d'abord envers les Britanniques, mais, dit-il aussi, nous sommes très tristes d'être dans une situation dans laquelle l'Argentine et les autres pays latino-américains pourraient douter de notre amitié. Je vous invite à prier avec moi en faveur de la paix. Ce nouvel appel à une solution pacifique du conflit, le pape Jean-Paul II l'a lancé aujourd'hui aux quelques 350 000 Britanniques qui l'accueillaient à Coventry. Aujourd'hui, a dit le pape, l'échelle et l'horreur de la guerre moderne, nucléaire ou pas, la rendent totalement inacceptable comme moyen de règlement des différends entre nations. Corinne Pertuis. Le calme et le recueillement de cette journée, la troisième que Jean-Paul II passe en Angleterre, n'ont été troublés que par deux incidents. L'explosion sans gravité d'un cocktail Molotov et la manifestation d'une centaine d'anglicans à Liverpool, dernier rendez-vous de la journée. Dans cette ville remuante, première ville catholique d'Angleterre, première aussi par son taux de chômage, Jean-Paul II a invité les quelques 200 000 personnes présentes à ne pas céder au désespoir face aux problèmes et aux difficultés qu'ils affrontent. Ce midi, une foule enthousiaste avait assisté à la messe de Pentecôte, célébrée en plein air sur l'aéroport de Coventry, dans le centre de l'Angleterre. C'est à bord d'un véhicule spécialement conçu pour l'occasion que le pape a traversé l'espace sur lequel la foule était rassemblée. Des milliers de centaines de mains se sont agitées, brandissant le drapeau aux couleurs du Vatican. Au cours de la messe, pendant laquelle ont été distribuées 230 000 hosties, Jean-Paul II a condamné la guerre moderne, qu'elle soit conventionnelle ou nucléaire. C'est également un discours à caractère politique qu'a adressé dans sa langue maternelle Jean-Paul II à la communauté polonaise très tôt ce matin au Crystal Palace. La Pologne, a encore dit le souverain pontife, est un des pays les plus éprouvés du monde entier, une des patries les plus affectées par la souffrance et en même temps les plus animées. Le pape se rendra demain à Manchester. La guerre entre l'Iran et l'Irak continue. L'aviation irakienne a bombardé aujourd'hui des installations pétrolières iraniennes. L'Irak demande aux pays arabes de rompre leurs relations diplomatiques avec l'Iran, maintenant qu'Israël a confirmé avoir fourni à Téhéran du matériel militaire. Le conflit irako-iranien était l'un des thèmes majeurs des entretiens que le ministre français des Relations extérieures, Claude Cheysson, vient d'avoir en Arabie saoudite, première étape d'une tournée arabe destinée à relancer la diplomatie française dans la région. De Riyad, Pierre Serra. L'accueil de Seigneur du désert, aujourd'hui à 80 km de Riyad, réservé à Claude Cheysson par le roi Khaled d'Arabie et par son héritier le prince Fahd, n'a pas vraiment réussi à estomper l'impression qui prévaut ici que la mission du ministre français, qui est parti tout à l'heure avec les mêmes objectifs pour Tunis et pour Tripoli, était une mission difficile. Faire comprendre et admettre par les Arabes et par les Saoudiens d'abord la politique d'équilibre que la France souhaite mener au Proche-Orient. Les Saoudiens sont des gens qui parlent peu. Et en fait, dans l'état actuel des choses, ils ne savent plus très bien, il faut le dire, à quel saint se vouer. C'est sans doute pourquoi, tout en rendant courtoisement hommage à la France, le ministre des Affaires étrangères, le prince Saoud Al-Faisal, l'hôte de M. Cheysson, s'est retiré contre toute attente tout à l'heure, sans doute pour éviter des questions embarrassantes, de la conférence de presse traditionnellement donnée à la fin des voyages officiels. Excuse avancée, la réunion sur la sécurité du Golfe et l'inquiétude donc qui prévaut ici depuis que la stabilité de tous ces pays de la région est menacée par une probable victoire de l'Iran contre l'Irak. Nous entrons dans une phase nouvelle si les Iraniens décident d'aller au-delà des frontières reconnues, s'ils décident d'entrer dans ce monde arabe.
s'il décide donc d'empiéter sur la souveraineté d'un État et d'un ensemble d'États. Donc, dire que la guerre est sur le point de terminer serait une erreur grave. Jusqu'où peut-on compter sur la France dans ce contexte particulier? Il faut voir comment les choses peuvent se développer. Il s'agit de se battre sur le terrain, nous n'en sommes pas. S'il s'agit de donner des conseils, des directives, de prendre des initiatives nous tout seuls, nous n'en sommes pas. Si en revanche, des pays de la région pensent que nous pouvons contribuer à un règlement, prendre une responsabilité quelque part, garantir, appuyer, exprimer une opinion aux Nations Unies ou ailleurs, là nous en sommes. Monsieur Chesson vient d'arriver à Tunis où il doit être reçu par le président Bourguiba. L'OTAN compte un 16e membre depuis aujourd'hui. L'Espagne vient d'entrer officiellement dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Vivement combattue par les partis de gauche qui ont été mis en minorité au Parlement espagnol, cette adhésion met fin à la tradition isolationniste, sinon neutraliste de l'Espagne. Cette intégration de plein pied dans le système de défense occidental qui s'en trouve renforcé sur son flanc sud-ouest, cette intégration confirme la volonté du gouvernement espagnol de faire participer l'armée espagnole à la structure militaire occidentale, ce qui est considéré sur le plan intérieur comme un facteur important de modernisation et même de démocratisation des mentalités des officiers. L'actualité en France s'est ralentie au rythme de ce long week-end de Pentecôte. Comme tous les ans, depuis plus de 30 ans, le président Mitterrand, son épouse et ses fidèles ont fait aujourd'hui l'ascension de la roche de Solutré, en Saône-et-Loire. En patogas et en chapeau de toile, le chef de l'État était suivi entre autres de Charles Hernu, ministre de la Défense, de Jacques Lang, ministre de la Culture, et de son conseiller Jacques Attali. Pierre Alain. Pas de déclaration lors de cette promenade, mais une conversation informelle avec les journalistes, parmi lesquels notre envoyé spécial Bernard Pradino. Le président Mitterrand a indiqué qu'il interviendrait publiquement avant la fin juin, sans doute dans une conférence de presse, pour expliquer, je cite, les décisions et les nouveaux choix du gouvernement, en particulier à propos du budget. Le gouvernement, a-t-il dit, veut atteindre les objectifs fixés. Ce sont les méthodes qui peuvent changer, mais non les objectifs. François Mitterrand veut donc expliquer tout cela aux Français, même, a-t-il dit, si les résultats attendus ne sont pas toujours assez probants, notamment en matière d'inflation. Quant à la rigueur dont on parle tant en ce moment, le président récuse cette référence à un schéma ancien. Ce sont ceux qui nous ont précédés, a-t-il dit, qui faisaient subir leur rigueur aux pauvres. Le congrès du Centre des démocrates sociaux s'est terminé ce soir à Versailles, après une lutte très serrée pour la présidence laissée vacante par le départ de Jean Le Canuet, qui reste président de l'UDF. Il y avait 5 candidats, 2 d'entre eux, Pierre Méhaignerie et Bernard Stasi, se sont livrés à un duel serré. Pierre Méhaignerie l'a emporté de 78 voix. Quoi qu'on en dise, jusqu'au bout, 2 options fondamentalement opposées du centrisme, 2 lignes se sont opposées ici à Versailles. La ligne social-démocrate de Bernard Stasi et la ligne libérale giscardienne de Pierre Méhaignerie. Jusqu'au bout, en fait, jusqu'au 2e tour de scrutin, cet après-midi, au moment où l'on savait que les 2 chefs de file des 2 grandes tendances restaient seuls en lice, Jacques Barrot ayant été éliminé. Et comme on pouvait le prévoir, c'est Pierre Méhaignerie qui a été élu. Sérieux, gestionnaire, moins familier, plus froid avec les militants, les congressistes ont pourtant considéré qu'il représentait, avec sa caution UDF, celle de Jean Le Canuet à demi-mot et celle de René Monory ouvertement, qu'il correspondait davantage, sur le fond, à l'image de leader du CDS, peut-être même de futur présidentiable. La question qu'on peut se poser est de savoir si Pierre Méhaignerie, l'ancien ministre de l'Agriculture, est vraiment cet homme-là. Je crois qu'il y a une erreur. Les présidentiables, c'était les présidentiables du CDS. Quant aux autres présidentiables, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes importants, beaucoup plus importants que le choix de présidentiable pour 1988. Et nous avons dit très clairement, nous au centre, que ce n'était pas le vrai débat actuel au sein de la vie politique française. Vos adversaires au sein du CDS ont dit que vous étiez peut-être un peu trop libéral, un peu trop giscardien, un peu trop pro-UDF. Est-ce que vous avez vraiment tous ces défauts-là? Personnellement, je crois au CDS. J'y ai milité toute ma vie. Je défends les idées et les valeurs exprimées par des hommes et des femmes qui, depuis des décennies, travaillent sur le terrain. Je crois, et c'est peut-être là
le sérieux que l'on attend des hommes politiques aujourd'hui, devoir dire et répéter en permanence au pays qu'il n'y aura pas de progrès social sans rigueur, sans effort et sans économie d'initiative privée. Et sur ce point, je resterai en permanence fidèle à cette ligne, car nous n'avons pas le droit de raconter au pays des histoires. Et ayant vécu toute l'histoire de la Bretagne depuis 25 ans, je trouve que dans ce pays, la démagogie tue l'avenir. Vous n'avez pas répondu sur l'UDF et sur Giscard. Sur Giscard, j'ai dit très clairement hier que le CDS et moi personnellement, je suis libre de toute attache, je suis libre de tout engagement. Le ministre de l'Industrie, Pierre Dreyfus, demande plus de 30 milliards de francs en 2 ans pour le secteur public. Invité de nos confrères RTL Le Monde, le ministre a ainsi chiffré pour la première fois publiquement le montant de l'aide qu'il estime nécessaire au secteur nationalisé, une aide prévue pour 82 à 9 milliards de francs. La Fédération des conseils des parents d'élèves des établissements publics, autrement dit la Fédération Andrieux, est réunie en congrès à Bordeaux. Le thème, comment participer activement à la construction du changement à l'école. Cette préoccupation des parents partisans actifs de l'école publique, Dominique Laury et Roland Tourte l'ont constaté dans un village du Pas-de-Calais. Cairns, 350 habitants. Ici, comme au début du siècle, l'instituteur qui occupe également la fonction de secrétaire de mairie est encore un notable. Image d'Épinal d'un autre temps où la vie semble s'écouler sans histoire. Sans histoire, pas tout à fait. Ce soir, la salle de classe est trop petite pour recevoir le comité de parents, élargi aux amis et aux anciens élèves. Conseil municipal en tête, on prépare la fête annuelle de l'école publique. Et ce village a une particularité. Tous les habitants, tous, participent à l'organisation de la fête. Une grande fête familiale, parce que tout le village est au complet à cette fête. Et ça vous paraît normal d'être mobilisé comme ça? Tout à fait logique, oui. Pour un village, je trouve ça naturel, parce que tous les parents y participent. Vraiment, tout le monde y met la main, tout le monde est prêt à intervenir pour les besoins. Dès le lendemain, en effet, tout le monde est à son poste. Tous les moyens, tous les bras sont mis à la disposition de l'école. Tout le monde ici au village se mobilise. Qu'est-ce que vous faites là exactement là? Nous sommes en train de monter le podium ici, vous voyez, avec certains ouvriers. Et alors, pour les enfants dansent sur le podium. Nous formons un groupe de travail avec les enfants, les enseignants et les parents. Donc les parents ici sont intégrés dans l'école. La preuve, vous n'avez qu'à ouvrir les yeux. Et ici, pas de querelle scolaire. Même l'église ne boude pas la fête laïque. Dites-moi, vous dévalisez l'église, j'ai l'impression, non? Non, mais avec l'autorisation du curé, chaque année, nous prenons ces bancs pour la fête laïque. Et il dit rien? Et il dit rien, non. Il participe? Il participe, oui. La petite chaise est en mise en couleur. Tandis qu'à l'extérieur, le garagiste s'occupe des fleurs, le fermier installe les guirlandes, au fond de la classe, les mères de famille préparent les lots de la tombola. Ailleurs, la fermière s'est transformée en pâtissière. Il y a bien une dizaine à faire de la pâtisserie. Mais qu'importe, je suis en tête et le fil blanc est... Alors, pour l'instituteur, cette solidarité autour de l'école n'a rien d'exceptionnel. Une école sans parents, dit-il, est une école sans âme, une école qui végète. Mais tout cela a tout de même une explication. Sans vouloir tirer justement de moindres leçons, je pense que cela est la preuve de l'importance de l'école dans le milieu rural, dans le village, et de l'importance de l'école dans notre société tout entière. L'école, c'est la base de la démocratie. La solidarité est issue d'une certaine forme d'éducation reçue à l'école publique. Propos quelque peu naïfs d'un instituteur de village? Non. Disons, petite leçon d'éducation civique
destiné aux grandes personnes. Il y a 10 ans exactement, une toute jeune fille, Brigitte Devèvre, était découverte assassinée à Bruay-en-Artois. L'affaire commençait au terme d'un long procès à sensation. Les 3 personnes inculpées étaient mises hors de cause. Et maintenant, l'un des avocats de la famille de la victime s'apprête à demander la réouverture de l'enquête, Paul Lefebvre. Oui, les 3 personnes inculpées ont été dans l'ordre Pierre Leroy et Monique Mayer, qui ont été l'objet, vous en souvenez, d'une ordonnance de non-lieu du juge Chablérol le 30 octobre 1974. Et là, vous voyez des images de la dernière reconstitution. Et le jeune Jean-Pierre Flao, définitivement acquitté par la Cour d'appel de Paris le 26 février 1976. Alors la règle de droit dispose que maintenant, l'information ne peut être ouverte de nouveau que sous 2 conditions. Premièrement, qu'un certain nombre d'éléments nouveaux interviennent. Ensuite, que le parquet, c'est-à-dire au plus haut niveau le garde des Sceaux, c'est à lui qu'on s'adresse, demande cette réouverture du dossier. Il peut d'ailleurs, dans un premier temps, faire procéder à une enquête préliminaire pour vérifier, soupeser la densité, la valeur de ces éléments nouveaux. C'est d'ailleurs le but premier de maître Gilbert Collard, qui constate avec les parents de la victime que le dossier a été complètement enterré et qu'aucune recherche n'a été effectuée après l'arrestation du jeune Flao en avril 1973. Comme vous le disiez, c'est un silence de plomb sur cette affaire. Et alors cette requête de l'avocat se fonde sur quoi? Alors dans cette requête, au fond, au garde des Sceaux, il y a 2 choses. D'abord, premièrement, la mise en valeur d'une contradiction importante qui se trouve dans le dossier, mais qui semble avoir été écartée lorsqu'ils ont été retrouvés le matin. Les vêtements de la victime étaient secs et propres, alors qu'il avait plu toute la nuit sur Bruay et que le corps a été traîné sur plusieurs dizaines de mètres. Deuxième chose, les éléments nouveaux, ce sont 9 témoignages de personnes habitant le quartier, j'en citerai rapidement 3. D'abord, un garçon de 17 ans à qui ses parents, à l'époque, avaient demandé de se taire pour éviter les histoires. Il affirme maintenant, il a 17 ans, avoir vu le soir du 5 avril 72, un homme de forte corpulence porter un corps à proximité de l'endroit où a été retrouvée la petite Brigitte. Ensuite, un voisin qui a vu un homme redescendre vers 20 heures de la butte derrière laquelle on a retrouvé le corps de Brigitte et qui frottait ses vêtements comme s'il avait été sali. Ensuite, un couple qui affirme avoir vu 2 jours plus tôt Brigitte en conversation avec cet homme de forte corpulence que l'on retrouve à plusieurs endroits dans le dossier. Alors chacun de ces 9 éléments mérite sans doute d'être examiné de plus près et on va bien voir ce que va décider le garde des Sceaux, car l'assassinat de la jeune Brigitte Devèvre, après avoir été l'objet, vous vous en souvenez, d'une affaire très mouvementée, reste l'un des mystères criminels les plus irritants de ces dernières années. Merci Paul Lefebvre. Les sauveteurs ont réussi en début d'après-midi à dégager les 3 spéléologues qui depuis une semaine étaient bloqués à 600 mètres sous terre dans une grotte de Savoie. Les 3 hommes épuisés ont reçu les premiers soins au camp de base. Ils seront acheminés ensuite à l'hôpital d'Annecy. Il y a eu un tiercé aujourd'hui à Longchamp, un tiercé que vous aviez donné dans le désordre, Pierrette Bress, le 9, le 8 et le 12, je crois. Oui, et je vous propose maintenant de regarder tout de suite la dernière ligne droite de ce tiercé, sur les images que nous attendons. Les voici. Alors les chevaux sont à l'entrée de la ligne d'arrivée et c'est Petit Montmorency qui mène d'une longueur devant Shawnee Light, Sermon, Coral Reef et King of the Year. Petit Montmorency tient toujours tête à Shawnee Light, quitte à la lutte avec Sermon, Coral Reef se rapproche et Drive to Tears vient très vite à l'extérieur. À 150 mètres du poteau d'arrivée, Petit Montmorency maintient son avantage sur Shawnee Light et Cristero qui vient à toute allure. Il y aura photographie pour départager l'arrivée, c'est finalement Petit Montmorency qui l'emporte, 2e Cristero et 3e Shawnee Light. 9, 8, 12, un tiercé qui rapporte dans l'ordre pour 5 francs 5119 francs 50 et dans un ordre différent, toujours pour 5 francs 853 francs. Voilà, et puis bien sûr, il y aura un tiercé demain à Saint-Cloud pour ce lundi de la Pentecôte. Ce tiercé se jouera dans le prix de Mandinet, une course handicap longue de 2100 mètres qui réunit un lot de 20 chevaux. Alors j'ai choisi de placer en tête de ma sélection Terreno, le numéro 2, parce qu'il vient de très bien courir dans le Grand Prix d'Évry. Il sera monté par le jeune jockey américain Cash Amussen qui fait carrière en France depuis peu. Balu et No Freedom viennent de se classer derrière mon favori à Saint-Cloud sur ce même parcours. Mon Maestro vient de gagner pour sa course de rentrée, il est en super forme. Whitehall Bridge risque de trouver la distance un peu trop courte, mais j'y crois pour une place. Tout comme pour Présentant, auquel je fais une fois de plus confiance, bien qu'il m'ait déçu souvent. Ricky Boy vient de gagner, mais cette fois-ci, sa tâche sera plus difficile parce que l'eau est plus conséquent. Et pour terminer, eh bien, il y aura Winjet qui devrait bien courir, surtout si le terrain est bon. Voilà, je récapitule leurs numéros. 2, 5, 10, 9, 1, 11, 16 et 8. 48 millions de francs, ne rêvez pas, Pierrette, ce n'est pas un rapport du tiercé, mais c'est le montant du contrat
conclu entre le Football Club de Barcelone, décidément le club le plus riche du monde, et Diego Armando Maradona, l'idole du football argentin, 48 millions de francs. Un contrat fou, disent les Espagnols en pleine fièvre du mondial. Tous les records en tout cas sont battus, de quoi faire pâlir Platini. C'est une collection sans prix qu'abrite en ce moment le Centre culturel du Marais à Paris. Les Picasso de Picasso. 183 œuvres de Picasso qui faisaient partie de sa collection personnelle et que sa veuve Jacqueline montre enfin au public. Des œuvres presque toutes inconnues. Le Centre culturel du Marais, qui avait dû fermer ses portes faute de moyens, les rouvre ainsi grâce à quelques mécènes sur un coup de maître, Louis Doucet et Jean-Louis Bousser. Jacqueline. 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 Par-delà les styles, les moments, les époques, le choc, l'obsession du visage de Jacqueline. En 20 ans de vie commune, combien a-t-il tracé, combien a-t-il peint de ses formes et de ses visages? Il y a ceux qui sont connus et ceux qui ne le sont pas et que l'on peut voir en ce moment dans cette exposition, ces portraits que personne n'avait jamais contemplés parce que Jacqueline les tient serrés autour d'elle comme un soleil personnel dans sa maison de Mougins. Oui, en fait, c'est son cadre de vie, non pas reconstitué ici, mais toutes les toiles qui sont dans sa pièce à musique à Mougins et qu'elle a vraiment décidé de nous prêter pour en faire une présentation au public, et c'est ainsi qu'on est très heureux que Jacqueline Picasso ait accepté pratiquement de fermer sa maison pour nous donner tous ses trésors personnels. Mais tout ça sont des visages de Jacqueline. Ah, la oui, même femme a des visages tellement multiples. Oui, ça représente des visages multiples pendant 20 ans pratiquement de vie commune, Pablo et Jacqueline. C'était vraiment sa muse. Ça a été, oui, c'est assez intéressant parce que d'ailleurs si on plonge dans son travail, dans son œuvre gravée ou même dans ses peintures, on peut trouver précédente, au fil des décades antérieures, puisque sa production s'est échelonnée quand même sur une période tellement longue, là on trouve des types presque jacquelinesques, si je puis dire, avant, et c'était très important. Alors ensemble, cette rencontre entre lui et Jacqueline était fatale, elle était inscrite dans leur destin. Elle était inscrite, je crois, dans le destin, et puis la personnalité de Jacqueline est quelque chose d'époustouflant. Enfin, je pense qu'il a dû être très difficile à Picasso de résister à cette découverte d'un type féminin et de la personnalité de Jacqueline. À la théorie qui veut que l'on ne peut créer que dans la solitude, le déchirement et la douleur, voici son éclatant dément qui affirme, lui, que seule l'aisance de l'esprit et des gestes qu'apporte l'amour est capable d'accoucher de ces trésors qui sont autant d'actes de foi. On a tout dit, tout écrit sur Picasso et son œuvre, on a tout analysé, sauf ce qui ne s'analyse pas, l'amour. On s'est même extasié à propos de son apparente facilité sur sa boutade célèbre. Je ne cherche pas, je trouve. Mais c'est exactement la définition de l'amour, cela. Et cela, regardez voir, ça ne se raconte pas. Le temps, Alain Gillot-Pétré, en pochette rouge. Oui, en pochette rouge de chaleur, c'est bon, c'est chaud, vous avez vu qu'il fait de plus en plus chaud en France, mais oui, le temps va devenir de plus en plus lourd et ça va commencer par le sud-est du pays. Alors on regarde notre carte, en effet, sur tout le sud et le sud-est du pays, le soleil sera de plomb, comme vous disiez, avec une possibilité d'orage en fin de journée. Il y aura quand même pas mal de nuages. Sur le reste de la France, c'est un temps variable, avec une tendance d'éclaircies et de passages nuageux, mais les éclaircies prédomineront, et de toute façon, il fera vraiment très beau du nord au nord-est, c'est bon à signaler. Ce beau temps devrait en principe se décaler vers le sud après-demain. Mais c'est la chaleur qui va venir car l'anticyclone se déplace vers le sud et donc il fait remonter de l'air maritime assez humide. Donc l'air va devenir instable. En revanche, ce qui est très stable, c'est les températures. Toujours un minimum de 20 degrés sur les côtes de la Manche et un maximum de 26 degrés sur les côtes de la Méditerranée. Entre les deux, on fait la moyenne, ça fait environ 24 degrés. Profitez-en bien. Demain lundi 31 mai, 2 minutes de soleil en plus, levé 5h54, couché 21h43 et c'est la fête de Sainte Pétronille qui est une des patronnes de la France. Mais oui. À 23h15, vous retrouverez Hervé Claude pour notre dernier journal. Je vous retrouverai demain à 20h. Bonne soirée sur Antenne 2.